Bienvenue dans Sérirama, l'émission qui vous propose chaque mois le meilleur des séries. En mars, on espionne Stoke. On retrouve les acteurs fétiches de David Simon. on vous raconte comment une belle histoire aurait pu être une mauvaise idée. Mais on commence tout de suite en retournant à Westworld. I was born into this world, and my first memories of it are pain. For my kind, there was one place we were never allowed to go. One place we were never allowed to see. Westworld, c'est un parc d'attractions où l'on vient, qui ressemble à un univers de western, donc Westworld, et on vient là pour s'amuser avec des flingues, mais aussi avec des femmes. Donc on peut assouvir ses pulsions les plus violentes, mais aussi les plus sexuelles, parce que les humains et les humaines que l'on rencontre à Westworld sont en fait des robots et qu'on peut tout faire à des robots. Il y a une femme derrière Westworld, Lisa Joy, qui est l'épouse de Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan, et ce couple Lisa Joy, Jonathan Nolan a finalement créé une série qui est à la fois brutale mais aussi très féministe. Who the fuck are you? Don't you remember? After everything we've shared. Your bachelor party in the park. You wanted to get some things out of your system before the wedding to your first wife. Les premiers épisodes de ce qu'on a vu donc de la saison 3 mettent vraiment en avant Dolores et Maeve, qui sont devenus les stars de la série et qui reviennent avec toute leur détermination pour se venger, pour changer les règles du jeu. Mais un personnage apparaît qui est joué par Vincent Cassel. C'est le signe aussi que la série est devenue l'endroit où il faut être pour les acteurs d'aujourd'hui. Welcome to my world, Maeve. What do you want from me, then? Dolores. I want you to track her down and kill her. Donc Vincent Cassel joue un homme tout-puissant qui va essayer d'utiliser Maeve, l'intelligence de celle qui rentre dans le système, pour arrêter Dolores, la femme qui est en train de devenir une tueuse d'hommes spécialement. Donc on sait absolument pas ce qui peut se passer, même si les femmes sont devenues puissantes en quelque sorte, elles risquent tout le temps de redevenir des robots, puisqu'elles continuent à être des robots, donc il ne faut plus qu'elles soient téléguidées, mais peut-être quelqu'un peut les débrancher, donc il y a un suspense, et les premiers épisodes sont très forts et ne nous disent pas où on va aller, et c'est ça qui est bien dans Westworld, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe et ce qui peut se passer. What happens if this doesn't work? You do this the old-fashioned way. The old-fashioned way? I kill everyone. Since everywhere he goes, Hitler beats down and shoots the Jews, there may be a time when he comes here, to America, to beat down and shoot us. What will our president do then? David Simon, showrunner majeur de l'histoire des séries américaines, revient avec une œuvre à part dans son répertoire, The Plot Against America, l'adaptation du Complot contre l'Amérique, roman de Philip Roth, une uchronie sur l'arrivée à la présidence des États-Unis en 1940 de l'aviateur Charles Lindbergh et l'impact de l'élection de ce sympathisant nazi sur le quotidien d'une famille juive du New Jersey. We only think we're Americans. Maybe it's too early to leave, but it's not too early to have a backup plan. I'm tired of turning my cheek. Charles Lindbergh is a hero! This is not an evil man, not in any way. Comme toujours, le créateur de The Wire y mêle commentaires politiques et chroniques intimistes en se reposant sur des acteurs déjà vus dans ses œuvres précédentes. David Simon est en effet du genre fidèle. Dans The Plot Against America, par exemple, on retrouve Winona Ryder, déjà présente dans Show Me a Hero, Zoé Kazan et David Krumholtz, vus dans The Deuce, ou encore Lee Tergesen, au centre de Generation Kill.
Il pioche dans un bassin d'acteurs venus de la côte est des États-Unis, pour des raisons financières notamment, et met un point d'honneur, en auteur engagé à gauche, à fournir du travail à celles et ceux qui lui ont, par le passé, donné satisfaction. Avec une règle toutefois, ne jamais les faire jouer deux fois le même type de personnage. David Krumholtz, producteur de films porno dans The Deuce, devient donc maraîcher dans The Plot Against America, Lawrence Gillard, dealer dans The Wire, passe de l'autre côté de la loi et joue les flics dans The Deuce, quand Wendell Pierce, qui était flic dans The Wire, est tromboniste dans Trémé. C'est ainsi pas loin d'un tiers des interprètes de ces séries que l'on a déjà croisé ailleurs dans sa filmographie. Cette fidélité est conforme à la philosophie de David Simon, auteur qui revient sans cesse sur les mêmes sujets, mais jamais via la même histoire en changeant d'époque et de décor. The Plot Against America a beau être sa première adaptation d'un roman, d'une fiction, elle ne déroge pas à la règle. Tell me, honey, does that begin to address your fears? C'est pas terrible ici, mais en fait, c'est le sol ouvert le matin. Avant, ça s'appelait le bar de la Marine, c'était tout en bois. D'accord, mais parce que tu... Enfin, pardon, on peut se tutoyer? Oh, super. Tu connais cet endroit? Une belle histoire, la nouvelle série de France 2 est la bonne surprise française de ce mois de mars. Pourtant, sur le papier, il y avait de quoi être inquiet en découvrant cette comédie dramatique romantique où trois couples de trentenaires se font et se défont dans le nord de la France. D'abord parce que c'est un remake de la britannique Cold Feet, série très populaire outre-Manche, et que franchement, les adaptations, on en a soupé, surtout à un moment où on attend de France 2 qu'elle se secoue et prenne des risques. Pourtant, une belle histoire trouve vite sa propre identité, prend ses distances avec son modèle et pour peu qu'on ne sache pas que c'est un remake, a l'air original et authentique. Dis, tu savais vraiment piloter ce truc ou alors? Oh, j'ai vu des tutos sur internet. Quoi? Just kidding. Comme on a la tête farcie de clichés, on n'était pas bien certain au départ que situer une chronique sentimentale dans le Nord constituait la meilleure idée qui soit. Des amoureux, des amis, ça batifole au Cap Ferré, plus rarement en bordure de champs de betteraves éclairés comme dans un Vermeer, et j'adore Vermeer. Et puis on n'a jamais vu un bonnet ou une doudoune augmenter le capital séduction d'un être humain. Seulement voilà, sous les casquettes et les bonnets, il y a les yeux, et ceux de Tiffaine Davio et Sébastien Chassagne brillent d'un éclat touchant. Dans l'estaminet où ils se donnent rendez-vous, derrière les murs de briques des maisons fermées, il se dégage de leur sourire une chaleur de poils qui traverse l'écran. Vous me voyez venir, ils ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors, évidemment. Tonton David! Mais je suis pas ton tonton, je suis ton parrain, abruti. Non, mais Lucas, tu retournes te coucher là. Et toi aussi, Léa, au dodo. Allez! Sinon, il n'y a pas de dessin animé demain, hein. On pouvait aussi s'inquiéter du CV du créateur d'une belle histoire, Frédéric Krivine. Non qu'il soit un mauvais scénariste, c'est au contraire un des meilleurs de la télé hexagonale, mais que le co-créateur d'un village français n'est pas connu pour ses comédies, puisque son autre série majeure est PJ, polar cru, lancé à la fin des années 90. Pourtant, la précision de son écriture fait mouche, et on apprécie son refus de tomber dans les gros gags et de préférer s'appuyer sur l'émotion pour convoquer l'empathie, et donc le rire du téléspectateur. Hey, vous en avez pas marre de vous engueuler pour rien? Bah, c'est pas pour rien là. Ouais, puis attends, si on peut plus s'engueuler, pourquoi se marier C'est un point de vue, ouais. Les 5 premières minutes du premier épisode nous donnent à voir la fin tragiquissime de la première histoire d'amour de David, le personnage interprété par Sébastien Chassagne. Quelle drôle d'idée, il faut bien avouer, que de compter sur un deuil pour propulser le téléspectateur au cœur d'une comédie. Mais c'est justement parce qu'on a vécu le trauma du personnage avec lui qu'on fond comme la banquise devant son petit cœur qui se dégèle peu à peu. On est heureux pour lui et ça suffit. Lucas? Non, c'est David. Pardon, je suis désolé de vous déranger, mais t'as pas une seringue? Une seringue? C'est pour nourrir Mélanie. Elle mange pas. C'est à cause du stress du déménagement. Elle a déjà fait avant, mais il faut qu'elle mange. Un signe tout de même nous laissait espérer d'une belle histoire, qu'elle soit une série réussie. Son casting, avec des figures douées de la nouvelle génération de comédiens comme Tiffaine Davio, Sébastien Chassagne, Juliette Navis ou Ben. Qui interprète ces histoires de couples qui se font et se défont avec justesse, malgré des ressorts comiques relativement peu subtils. Il donne chair à une belle amitié, foutraque mais indestructible, charmante, marrante, désintéressée. On est loin des petits mouchoirs et c'est tant mieux. Oh, m'emmerde pas, Jojo. On en a déjà parlé, ça me fait du bien de travailler. Laurence Pernou, elle a dit qu'il fallait arrêter de travailler. Tu me fatigues avec Laurence Pernou. C'est avec elle que t'aurais dû faire un môme.
Elle est morte. 3, 14, 15, 92, 6. Pas mal! Je sais, j'aurais dû m'arrêter là. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Le bizutage est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Mais à l'école en sciences informatiques, une école d'élite qu'intègre Lucas, on est au-dessus de tout ça. Et Lucas subit un bizutage franchement dégradant. Forcé à boire par un groupe de petits sadiques, il avale une bière allongée à la piste. Une séquence dûment filmée par les portables environnement, largement partagée sur le campus, ce qui lui promet un beau destin de pestiféré. Mais Lucas, interprété par Théo Fernandez, qu'on a vu chez Les Tuches ou dans le rôle de Gaston Lagaffe, est un vrai petit génie de l'informatique. Et alors, il fomente une vengeance qui va, elle aussi, passer par les réseaux. Quand on pirate une machine, on fait pas qu'aligner des lignes de code. On pénètre littéralement l'esprit d'une personne. Une session de surf gratuite pour les 50 premiers inscrits. Combien de temps il va résister à cette offre ? Il devrait cliquer sur le lien dans 5, 4, 3, 2, 1. Vous venez de l'entendre, l'action progresse à la voix intérieure de Lucas. On comprend la nécessité ici du procédé. Le stalking, ou la traque sur Internet si vous préférez, est par définition une activité silencieuse et statique, pas pratique à filmer, alors que dans la tête de Lucas, ça va à toute vitesse. Et si Erzige nous avait donné la réponse à sa propre devinette ? Alice courut après le lapin et tomba dans son terrier. Mais oui, il faut creuser, aller sous la couche du software, passer par le driver. Au-delà de rendre l'action intelligible, ce qui est quand même le minimum, cette voix off nous fait faire des allers-retours entre les différents Lucas. Comme nous tous, Lucas parle et agit en contradiction avec ce qu'il pense ou fait. Ça s'appelle jouer le jeu de la vie en société et cela met le téléspectateur en situation d'empathie avec le personnage. Un dispositif assez classique. Putain, mais fais gaffe! T'arrêtes de phaser là? C'est chaud. C'est bon, je veux pas porter plainte. Mais au fur et à mesure des épisodes, l'intimité que l'on développe avec le personnage devient étouffante. Comme si, à notre tour, on stockait Lucas qui, en nous rendant complices de sa revanche, nous enferme avec lui dans sa spirale immorale. Attraction, répulsion, pas le temps de réfléchir, on est ferré, on ne peut plus s'arrêter, vertige de l'addiction au réseau et de la nausée qu'elle suscite parfois, vertige de la série. Tout stalk, espionner, traquer, harceler. Le stalker est un chasseur et il vient de trouver sa première proie.